Et nous allons passer au deuxième intervenant. Alors, nous avons eu, provenant de l'assistance de la visioconférence, l'information que le son ne passait pas bien ou pas du tout. Je crois que notre technicien est en train de s'en occuper. Nous vous prions de vous excuser pour ce retard. Alors, j'appelle maintenant le professeur Philippe Campan de Toulouse pour nous parler de la navigation chirurgicale en implantologie. Navigation chirurgicale en implantologie par le docteur Philippe Campan. Effectivement, le positionnement tridimensionnel des implants, c'est un facteur déterminant du succès implantaire. Et nous sommes passés en quelques années d'un positionnement à main levée à l'utilisation après de guides chirurgicaux classiques pour arriver à des systèmes de navigation dynamique ou de robotique passive. Et donc, ces systèmes permettent et ont l'avantage de connaître à tout moment et en temps réel le positionnement de l'extrémité du foret et de son angulation. Donc, Philippe Campan va nous traiter de ce sujet et je le remercie. Monsieur le Président de l'Académie de chirurgie, Madame la Présidente de l'Académie de chirurgie dentaire, Messieurs les secrétaires perpétuels, je vous remercie de nous donner la parole. Je suis très honoré d'être ici aujourd'hui parmi vous pour vous parler d'une facette de la spécialité de chirurgie orale qui est une technique de navigation chirurgicale pour la chirurgie implantaire. Alors d'ailleurs, j'ai pu lire que cette robotisation et l'utilisation de ces robots, et on le sait, tout le monde le sait, est utilisée depuis quelques années maintenant. Ça a commencé avec l'urologie, mais maintenant ça touche toutes les spécialités chirurgicales, la neurochirurgie, la chirurgie viscérale, bariatrique, la chirurgie ORL et la chirurgie gynécologique également. Et c'est vrai que, eh bien, nous aussi, en chirurgie orale, nous sommes intéressés à cette robotique, ces systèmes de robotique passive, de navigation dynamique, et qui existent d'ailleurs depuis 2001. Ça fait donc 20 ans. Et nous, à Toulouse, nous avons utilisé ce premier système, Robodan, qui est un système allemand, qui est en fait, entre guillemets, un petit système de GPS avec un appareil de télémétrie qui va permettre de connaître en temps réel la position de capteurs, qui sont des trackers, qui sont un situé sur le patient et l'autre dans la main du chirurgien, et qui vont nous permettre de pouvoir positionner notre implant, notre forêt, dans un axe qui est le plus favorable. Nous avons utilisé ce robot pendant 4 ou 5 ans, puis pour des problèmes de logiciels, etc., nous avons abandonné. Et puis d'ailleurs, il n'y avait plus rien, il ne se passait plus rien, l'industrie ne semblait pas s'y intéresser, et c'est en 2014 que d'autres industriels ont commencé à se repencher sur la question, et les Canadiens, Taïwan bien sûr, mais aussi des Américains, et c'est le système ISGUIDE que nous utilisons maintenant depuis 2 ans. Alors c'est vrai que le positionnement des implants dans les 3 dimensions est extrêmement important pour la pérennité de nos implants, que ce soit à court terme, à moyen terme et surtout à long terme pour éviter les problèmes notamment infectieux de périimplantique. Pourquoi ? Eh bien parce que lorsque on va poser un implant, il faut le faire en fonction de 2 critères essentiels. Le premier, bien évidemment, qui est un critère prothétique, puisque l'implant est fait pour supporter une dent, et il faut que cette dent ait une anatomie qui lui permette la fonction, l'esthétique aussi, et permettre aussi aux patients de pouvoir nettoyer et brosser correctement cette dent, mais aussi pour des impératifs de type biologique qui sont liés à la vascularisation. Il est extrêmement important d'avoir suffisamment de tissu osseux autour de cet implant pour que le tissu osseux périimplantaire soit vascularisé, ainsi que les tissus de recouvrement, pour éviter des alvéolyses ou des résorptions muqueuses. Donc ces 2 critères font que le positionnement de ces implants est très important. Les règles sont bien codifiées. Vous voyez ici que
entre deux implants, il faut ménager un volume osseux un peu plus épais, puisque les implants ne bénéficient pas de la vascularisation desmodentale, c'est-à-dire du ligament alvéolo-dentaire, qui permet, lui, un apport vasculaire relativement conséquent. Et donc, on va positionner ces implants selon des règles. Les corticales vestibulaires sont également très fines lorsqu'il y a une dent, mais il faudra en tenir compte lorsqu'on met des implants, parce qu'une corticale de moins de 1 mm est insuffisante et il faudra épaissir ces corticales pour ces principes et ces impératifs vasculaires. Le positionnement vertical est bien évidemment important, même s'il est un plan dépendant selon le type d'implant. Il devra permettre de ménager ce qu'on appelle un espace biologique, qui est en fait ce système de connexion qui va permettre une étanchéité des structures supra-implantaires. Alors, tout cela, évidemment, nécessite une planification. Historiquement, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait des guides radiologiques, on fait toujours d'ailleurs, quand même. On ne peut pas parler qu'en termes de robots, mais on avec des calques et on superposait pour choisir l'orientation, la longueur, le diamètre de nos implants. Et puis, grâce à l'informatique, qui a quand même bien maintenant submergé quand même beaucoup de nos activités, eh bien, il existe des logiciels de planification qui, comme vous le voyez, nous permettent de positionner les implants de façon extrêmement précise en fonction du projet prothétique, ici d'une couronne. Alors, bien sûr, ces logiciels de planification vont nous permettre de positionner dans des édentements simples, intercalaires, voire dans des édentements plus importants, et vont nous donner effectivement des situations extrêmement précises des implants dans le cadre d'un projet prothétique défini par avance. Mais la question, c'est que quand même, on n'opère pas des radios, et le problème se pose, c'est comment va-t-on reporter cette planification idéale, parfaite, dans la bouche de nos patients. Alors, historiquement, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des chirurgies dites à main levée, entre guillemets, et qui évidemment font appel certainement à la dextérité peut-être du praticien, mais aussi à son expérience. Mais on s'est aperçu quand même qu'en faisant des études, que malgré tout, la précision n'était pas forcément toujours là, et cette précision affectait d'une part l'orientation, l'axe, l'angulation de l'implant, mais aussi l'apex de l'implant, la position de l'extrémité apicale de l'implant et aussi du col de l'implant. Alors on peut utiliser des guides dits de laboratoire, des guides qui sont fabriqués par des prothésistes dentaires qui peuvent nous aider, mais de la même façon, on voit bien que la précision n'est pas forcément au rendez-vous. Alors grâce à ces logiciels de planification, on a pu aller plus loin et imprimer en fait des guides qui sont des guides stéréophotographiques et qui vont nous permettre, lorsqu'ils sont fixés, de pouvoir passer nos forêts, voire même de passer tous les forêts, voire même de passer les implants et les positionner avec une précision qui est relativement importante. Alors, sur ce tableau, on voit en rouge que la précision est d'autant plus importante que le guide est fixé de façon adéquate. C'est-à-dire que s'il y a des appuis dentaires ou si on arrive à le fixer avec des vis d'ostéosynthèse ou des micro-implants et qu'on a un guide fixe, on aura évidemment une précision plus importante que s'il y a des appuis muqueux où le guide risque de un peu bouger. Alors l'alternative à ces guides stéréophotographiques, c'est le sujet de ma communication, c'est-à-dire la navigation chirurgicale. Alors Robodan, il y a 20 ans, mais maintenant, on a fait des progrès et les nouveaux appareils sont des appareils qui ont fait des progrès en termes de logiciels de planification et aussi de chirurgie, qui permettent des réglages de caméra plus aisés, plus faciles, et surtout de miniaturisation des capteurs. Nous donnent des résultats à peu près similaires, superposables tout à fait à ce que l'on peut voir avec les guides stéréophotographiques. Alors c'est un exemple, je vais vous montrer, d'utilisation de cette robotique sur ce patient chez qui on avait enlevé les dents antérieures, réalisé une prothèse amovible, déterminer bien évidemment un projet prothétique avec un fichier STL. Donc là, on voit bien que l'informatique est rentrée dans nos pratiques.
Et en ce qui concerne le système qui est utilisé ici maintenant, que nous utilisons à Toulouse, eh bien la pièce maîtresse, c'est cette petite gouttière qui équivaut à peu près à 3 dents, qui s'appelle le X-Clip, qui est thermoformé, qui doit être positionné de façon univoque, c'est-à-dire ne doit pas bouger, être très fixe, et qui est utilisé 2 fois, une fois pour l'acquisition de la radio, c'est-à-dire pour passer le cone beam préopératoire, et une deuxième fois au moment de la chirurgie, puisqu'on fixera, comme vous le voyez ici, le tracker patient sur cette petite gouttière. Donc le patient va passer l'examen radiologique avec ce X-Clip. Cet examen radiologique va nous donner un fichier d'ICOM. On va importer le fichier STL, c'est-à-dire le projet prothétique au niveau du logiciel, matcher les deux, c'est-à-dire les superposer, ce qui nous permettra ensuite de sélectionner nos implants. Alors dans le logiciel, il y a une banque d'implants. Les implants qu'on utilise, on peut les mettre dans cette banque, et donc on va pouvoir ensuite positionner nos implants dans le cadre du projet prothétique, à la fois dans le sens transversal, dans le sens vertical, dans le sens sagittal, de façon tridimensionnelle et de façon parfaitement idéale. Et là, on va pouvoir être après à peu près sûr de pouvoir les reposer nos implants dans la situation dans laquelle ils ont été planifiés. Alors voilà un petit film qui vous montre, si je peux... Mince, pardon. Voilà. Alors, l'avantage de ce système, c'est qu'au départ, par exemple, pour cette intervention, on ne met pas le X-Clip, donc on a le champ opératoire qui est complètement dégagé, ce qui nous permet de faire la gorge chirurgicale de façon normale, sans être gêné par quoi que ce soit. Et ensuite, on va utiliser, donc on fixe le tracker sur le patient. Vous voyez que sur le contre-angle où il y a le forêt, il y a également un tracker, et on va reconnaître les forêts. Ici, on regarde si le forêt est bien reconnu par les caméras et l'appareil de télémétrie, de façon à ce que l'appareil soit bien réglé. Ensuite, on vérifie que le X-Clip est bien positionné, parce que si ce X-Clip bouge, évidemment, on n'aura pas du tout la bonne angulation. Et ensuite, on va mettre le forêt, et vous voyez à droite, on va véritablement pointer ce forêt au niveau du point d'émergence, et ensuite, eh bien, en regardant l'écran, on va commencer à réaliser le forage. C'est ce trait jaune qui montre le degré, la profondeur. On a à côté ce qui s'affiche l'angulation, et puis quand on va arriver à 1 mm environ du point de forage, c'est vert, et quand c'est rouge, ça veut dire qu'on est arrivé au bout. Et on va pouvoir faire, dans ce cas, les 3 implants avec le même forêt, sans les faire reconnaître par l'instrument, puisqu'il a été reconnu par cette petite plaque qui nous permet de vérifier le bon fonctionnement du système. Donc vous voyez ça pour le 2e implant. Alors l'angulation, elle est pas mal, 0,1, 0,2. C'est pas toujours facile, parce que parfois on a tendance, il faut le reconnaître, à avoir des forêts qui sont un peu entraînées, notamment quand on arrive avec la pointe du forêt au niveau d'une corticale, donc il en a des difficultés à maintenir le cap. Et c'est vrai que ce système nous permet de corriger ces petits gestes parasites qui peuvent avoir lieu. Donc voilà pour le 3e forêt. Toujours la même angulation, et vous voyez qu'on peut tout à fait vérifier sur l'écran de contrôle. D'abord, on regarde l'écran de contrôle, le bon positionnement et le bon forage. L'implant va être mis sur le contre-angle, va être reconnu par le système, et de la même façon, on va pouvoir positionner notre implant. Donc vous voyez, premièrement, on met l'implant au niveau du puits de forage, son apex, et puis ensuite on oriente notre forêt, et puis on va visser notre implant. Et c'est exactement la même chose qui se produit. Vous avez l'angulation et la profondeur qui va se faire. Alors cette chirurgie
une fois qu'on a posé les implants, et on va pouvoir terminer notre chirurgie de façon tout à fait normale. Donc vous voyez ici que le cas terminé, la prothèse du patient réalisée, on voit bien que les implants ont été positionnés exactement dans le couloir prothétique qui avait été décidé au départ, avec des points d'émergence qui se situent ici sur les faces palatines des dents, et que les implants sont positionnés d'une part en fonction du projet prothétique et d'autre part en fonction des impératifs de vascularisation, puisque vous voyez bien qu'on a une bonne muqueuse qui est épaisse, qui est kératinisée, on a des tissus osseux qui sont suffisamment épais et qui nous permettent de penser que ces prothèses sur implant seront pérennes, et ceci grâce au bon positionnement de nos implants. Alors, la force de ce système, il n'est pas forcément voué à remplacer un autre système, ce sont des systèmes qui sont complémentaires, mais il est précis, il est en adéquation avec le projet prothétique et les impératifs de vascularisation. Il est bien codifié, il est généralisable à la plupart des situations cliniques. Comme vous pouvez le voir, il ne gêne pas et même il facilite les chirurgies complémentaires. Point important, il peut permettre de faire des chirurgies dites sans lambeaux, c'est-à-dire mini-invasives. Donc, qui dit mini-invasive dit sans suite opératoire ou avec des suites opératoires qui sont effectivement beaucoup plus faibles. Le fonctionnement de ce système est vérifiable à tout moment, puisque à tout moment on peut vérifier si les capteurs sont bien pris en compte par l'appareil. Le site opératoire est relativement dégagé, l'irrigation des forêts est effective et on peut vérifier le déroulement de l'opération. C'est-à-dire que si on voit qu'à un moment, eh bien, il semble que ce qui se passe sur l'écran ne correspond pas forcément à ce qu'on est en train de faire, on a toujours la main pour revenir et éventuellement soit refaire une nouvelle planification, ce qui est un petit peu difficile en cours d'intervention, mais en tout cas, reprendre la main, faire une chirurgie à main levée, et on a toujours cette possibilité, et ça nous semble particulièrement important. Par contre, effectivement, cela demande quand même une courbe d'apprentissage relativement importante, plus ou moins difficile. Plus difficile pour les gens de ma génération qui ne sont pas trop habitués au jeu avec les manettes, et de travailler en regardant un écran, c'est pas forcément facile. Ça peut l'être pour certains chirurgiens qui ont déjà l'habitude de faire ce type de chirurgie, mais c'est vrai que pour nous, c'est quand même un petit peu plus compliqué. C'est d'autant plus compliqué pour certaines zones, notamment pour les secteurs mandibulaires gauche, lorsqu'on est droitier. Moi, je suis droitier. Pour les gauchers, ça doit être l'inverse. Alors, un petit clin d'œil pour les Chinois qui, eux, ils ont déjà pas le problème de droitier-gaucher, puisque le robot fait tout seul, et on voit qu'ils sont en train de regarder cette patiente en train de se faire poser un implant. Voilà, je voulais vous remercier de nous avoir accueillis. Je voulais remercier aussi mes collègues qui travaillent avec moi et avec qui nous avons vécu ces aventures robotiques, en particulier Saint-Germain et aussi Olivier Legag, qui a été celui qui nous a fait découvrir ce système de robotique passive. Je vous remercie. Je voulais vraiment vous remercier aussi pour cette présentation très impressionnante. Je dirais d'autant plus impressionnante pour les plus anciens d'entre nous qui ont connu les débuts de l'implantologie et effectivement ces positionnements en main levée. Moi, j'avais une première question. Si j'ai bien compris, il y a une banque de données dans laquelle vous entrez un certain nombre d'implants, de marques d'implants. Et donc, en fait, en fonction du fichier, c'est le choix, il fait... Alors, dans le cas précis, c'est des formats qu'on rentre. Ah, ce sont des formats, voilà. D'accord. Voilà, c'est ça que je voulais. Tel implant, par exemple, tel système, des implants de 10 de long, voilà. De 3,7 au niveau de diamètre, avec ouais. L'apex qui est de 2,8, on rentre toutes ces données. D'accord. Voilà. Et ensuite, comme on pose en général un peu quand même toujours les mêmes types d'implants,
Bon, c'est assez simple. Et donc, on va chercher et on met c'est comme un calque, en fait. Oui, qui vient se poser et choisir. Avec une souris au lieu de le faire avec. D'accord. Ok, c'était le point. Est-ce qu'il y a des questions sur cette présentation? Oui, juste le X-Clip, Oui. c'est la partie de l'appareil qui permet d'avoir la communication en permanence et le positionnement, je veux dire, de l'outil par rapport à la référence initiale de la planification. C'est pour ça qu'il y a des billes, il y a 3 billes. Ces petites billes qui permettent de reconnaître le système. Et c'est pour ça que ces billes, il faut qu'elles soient en amont, c'est-à-dire lorsqu'on passe le cone beam, le scanner en fait, et lorsqu'on fait l'intervention. Alors justement, ça c'est un peu, si on veut être critique, parce qu'il faut quand même évoluer, ce X-Clip c'est un peu un frein pour l'examen préopératoire. Parce que si vous n'avez pas de cone beam dans votre cabinet, dans la structure dans laquelle vous exercez, c'est compliqué. C'est compliqué de donner le X-Clip au patient et de confier ce X-Clip au manip radio qui, lui, n'a pas forcément l'habitude de tout ça. Et vous n'êtes pas du tout sûr que votre X-Clip sera positionné correctement. Donc ça, c'est un peu un frein. Et là, justement, cette société américaine est distribuée maintenant par une société européenne. Bon, en fait, ça, c'est encore un autre truc. Et ils sont en train de mettre au point un système pour pouvoir utiliser la planification sans passer par le X-Clip. Ce qui sera, pour le chirurgien, beaucoup plus simple, parce qu'à ce moment-là, la planification pourra être faite à partir d'un fichier d'ICOP qui aurait été fait auparavant. Et lui, le X-Clip, il l'aura chez lui, avec lui, dans son bloc, et il pourra le donner au patient. Donc ça, c'est un peu la difficulté, je trouve, un frein à ce système. La deuxième question, est-ce que les outils, on le voit en chirurgie, nous, en chirurgie générale, ou d'autres, est-ce que les outils sont dédiés? C'est-à-dire, est-ce que c'est le fabricant qui vous fait utiliser tel type de forêt ou tel type, ou est-ce qu'on a une liberté, ou est-ce qu'il s'adapte à la gamme, je veux dire, des instruments, de l'ancillaire en gros? L'ancillaire, les outils, c'est ceux du système d'implantologie que vous utilisez d'habitude. Ce sont les mêmes forêts qui s'adaptent sur le compte-rendu. La seule différence, quand même, il y en a une, c'est que le compte-rendu est assez gros à un moment, et d'ailleurs pour l'appréhension c'était un petit peu gênant, et donc c'est des compte-rendus spécifiques, mais qui sont délivrés par des maisons qui font les autres compte-rendus. Donc ça pose pas trop de problèmes. Ça c'est simple. Après, il faudrait peut-être miniaturiser encore un peu ce compte-rendu, et aussi la question quand même du tracker patient, parce que même si le X-Clip il est sur 3 dents, il y a quand même l'antenne qui sort, il faut que ça soit bien fixe, il ne faut pas passer avec les mains devant la caméra parce que sinon ça s'arrête, enfin, et il faut réinitialiser à ce moment-là le forêt. Donc pour que la chirurgie se passe selon une chorégraphie, et que tout soit bien lisse et tout se passe bien, et c'est vrai que ça demande quand même une certaine habitude en fait, et une courbe d'apprentissage que je disais au début. Et pour être futuriste là, sur les Chinois, il y a eu plusieurs publications qui ont été faites, je pense que vous avez vu, il y a une qui était très spectaculaire, dans laquelle en même temps que la planification, il y a la préparation de l'habillage de l'implant par les dents en 3D, quoi, donc qui sont faites en même temps, et qui sont faites par l'imprimante en 3D, émises et posées par le robot. Hein. Oui, après tout peut être fait, bien sûr on peut imaginer, on arrive à 8 heures, et à 16 heures tout est fait, oui. Quand on voyait cette présentation, on se demandait si elle était réelle, quoi. Donc si, c'est réel. Après, il faut voir la durée de vie voilà, il y a les shows et puis il y a ce que l'on peut pratiquer réellement chez des patients, voilà, avec honnêteté et compétence, quoi, voilà. Maxime Ross, nouveau chirurgien, bonjour. Merci pour la présentation. Une petite question concernant vous parliez justement de la modification du système
pour la planification, enfin pour le repérage, pardon. Est-ce que là je comprends qu'effectivement qu'il faut réaliser une imagerie au préalable? Le système suivant qui est en train d'être développé, ce sera plus du repérage surfacique où vous allez pouvoir repérer... Je ne sais pas trop. Justement, on a un rendez-vous au mois de mars pour une formation et on doit nous expliquer comment cela va fonctionner. Donc là, je vous ai livré ça, mais je ne peux absolument pas vous en dire davantage. C'est juste parce que j'ai trouvé que l'information elle valait le coup d'être diffusée, mais pour l'instant, je ne l'ai pas utilisée. Donc je peux pas vous le dire. Oui, 2 points. J'ai vu que tu avais utilisé une membrane, je pense, résorbable sur les implants que tu posais. Est-ce que tu l'utilises systématiquement? Ah non, mais là c'était juste, il se trouve que ce cas était comme ça et que ce cas a été filmé comme ça. Parce qu'il n'y avait pas de greffe osseuse a priori. Et s'il y avait un comblement, c'était parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'os. Mais c'était juste pour montrer qu'on enlevait le X-clip et que ça nous permettait de, si on avait des petites chirurgies connexes à faire, on pouvait tout à fait les faire après. Mais ça n'a rien à voir avec le cas. Et pour préciser pour nos collègues chirurgiens généralistes qui ne sont pas forcément au courant, au niveau des implants, en fait, il est très peu recommandé de les mettre en charge immédiatement, notamment au maxillaire. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une ostéo-intégration des pièces avant de mettre les prothèses. Sauf au risque de voir les implants ne pas s'ostéo-intégrer et donc chuter au bout de quelques semaines. C'est pour ça que ces techniques immédiates, on doit les prendre avec beaucoup de précautions. On est à l'époque de l'évidence-based médecine, il faut avoir la preuve. On a eu ici un très très intéressant travail sur l'implantation des implants cochléaires à l'aide d'un robot assisté, donc d'un bras qui manipule et qui... Je voudrais vous demander s'il y a eu des travaux précis sur une comparaison post-opératoire entre la mise des implants manuels, sans assistance, et la radio, et la technique que vous proposez. Parce que finalement, quand on va aller près du législateur et qu'on va devoir faire payer la robotique, il faut qu'on prouve qu'on fait beaucoup mieux avec un appareil robotique qu'avec la simple main expérimentée. Alors je suppose qu'il y a, mais est-ce qu'il y a vraiment du travail où vous avez en post-opératoire montré la position, la meilleure qualité, et donc finalement l'intérêt de l'assistance qui permettra de la faire payer par nos tutelles? Alors, il y a eu des études cliniques qui ont montré qu'effectivement, il y avait une précision, celle que j'en ai cité quelques-unes dans ma présentation, mais il y a eu un certain nombre d'études cliniques qui ont montré qu'effectivement, il y avait une précision qui était meilleure en termes d'angulation, en termes de positionnement des implants. Donc ça, c'est évident. D'autre part, ensuite, nous, à Toulouse, là, on est en train cette étude n'est pas finie, mais dans le cadre, comme ça nous permet de faire aussi des chirurgies dites sans lambeaux, c'est-à-dire mini-invasives, puisque grâce à ces cone beams et grâce à la précision, eh bien, on peut positionner notre implant sans voir, en fait, le tissu osseux, ce qui est quand même plus complexe à main levée. Là, c'est juste une étude pour essayer de quantifier en fait la diminution de la douleur dans ce cadre-là. Donc pour l'instant, cette étude n'est pas finie, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de pistes et que ça peut être avantageux. Et surtout, ça, la douleur, c'est juste momentané, mais le fait de bien positionner les implants a un impact quand même à long terme parce que il y a maintenant 20 ans que l'on pose des implants de façon absolument à peu près régulière et on se rend tous compte qu'on a de plus en plus quand même de complications sur les implants qui ont été posés. Et la plupart de ces complications sont des complications qui sont appelées des périimplantites, c'est-à-dire des inflammations autour des implants avec des alvéolyses, des ostéolyses, des migrations des tissus mous, forcément puisque l'os ne les soutient plus. Et on se rend bien compte que très souvent, ces périimplantites ont comme étiologie un mauvais positionnement de l'implant parce que justement, on n'a pas ménagé suffisamment d'os autour de ces implants et où on a mis des implants dans des épaisseurs osseuses qui étaient insuffisantes sans faire de chirurgie connexe qui permettent justement d'augmenter ces volumes osseux. Donc tout ça, c'est quelque chose
qui fait partie d'un tout, mais qui, je crois, peut nous permettre d'avoir moins de complications, parce que ces périimplantites sont quand même des petits fléaux qui posent quand même des problèmes, parce que ça peut survenir 1 an, 2 ans après, mais ça peut survenir 10, 15 ans après. Et c'est toujours compliqué ensuite de déposer des implants et de reposer des implants sur des sites qui présentent ensuite des défauts. Donc c'est dans ce sens-là que je pense que la robotique, par exemple, peut nous donner des pistes intéressantes. Voilà. Je voulais poser une dernière question parce que c'est très intéressant, mais l'heure passe. Est-ce que ces appareils qui coûtent quand même sûrement très cher peuvent être utilisés pour d'autres indications que celles que vous avez décrites aujourd'hui dans l'éventail des interventions de chirurgie orale? Non. C'est un appareil qui est fait pour ça. C'est un appareil qui est fait pour ça. Effectivement, ça a un coût et c'est un appareil qui est fait pour ça, oui. Merci beaucoup.